Une époque révolue, l'évocation d'un amour, une présence dans l'allée, les ombres du passé. C'est une histoire d'amour et de solitude. Un dernier souffle de vent, un dernier souffle de vie. Une illusion peut-être. Dans la Russie du XVIIIe siècle, la beauté évoque la puissance et le pouvoir érige sur des fondations sanglantes son incroyable édifice. Tout est immense, beau, désespéré aussi. Catherine II, dont les courtisans ont poignardé l'époux, le tsar Pierre III, a le champ libre pour modeler une grande Russie à la dimension de ses appétits. Catherine II, la sensuelle, l'autocratique. La grande Catherine pense que le pouvoir ne se partage pas même avec un fils. Paul Ier vient de perdre sa femme en couche. Catherine II veut pour lui une nouvelle épouse qui lui redonnera goût à la vie et l'écartera des allées du pouvoir. Lorsqu'Henri de Prusse, conseiller de Catherine II, prononce le nom de sa nièce, Sophie Dorothée de Wurtemberg, l'impératrice se remémore cette toute jeune fille qu'elle a vue autrefois à Stuttgart. Légende ou vérité historique? Elle dépose dans le bureau de son fils un médaillon qui représente la jeune femme. Il le trouve par hasard et tombe immédiatement amoureux de la miniature, puis de la princesse. Sophie Dorothée quittera le pays de Montbéliard, où elle a passé sa jeunesse, pour la Russie où son destin l'attend. Le 1er octobre 1776 commence avec leur union un bonheur parfait, une grande harmonie rarissime dans cet univers de mariages arrangés. Le duc Paul dira plus tard à Henri de Prusse « Partout où ma femme paraît, elle a le don de répandre la gaieté et l'aisance, et elle a eu l'art de chasser tous mes papillons noirs. Elle m'a même rendu le caractère que j'avais perdu pendant ces 3 dernières années. » Le palais de Tsarskoye-Selo, résidence d'été de Catherine II, accueille dans un premier temps le jeune couple qui donne à l'impératrice un petit-fils, Alexandre, en 1777, le premier de leurs 9 enfants. Avec lui apparaît l'idée même de Pavlovsk, d'abord 2 résidences de chasse sur un parc magnifique, offert au couple par l'impératrice reconnaissante pour cette première naissance, puis un palais de rêve, un rêve de princesse. Sophie Dorothée, devenue Maria Fedorovna, séduit sa belle-mère. Catherine la dure, l'autoritaire, fond devant la grâce de la princesse. Elle est telle qu'on la voudrait, taille de nymphe, teint de lys et de rose, la plus belle peau du monde, grande avec de la carrure et de la vivacité. Sa douceur, sa bonté, sa candeur sont répandues sur son visage, dira-t-elle en maintes occasions. En 1780, la construction de Pavlovsk commence sous la direction de l'architecte écossais Cameron. Maria Fedorovna en est le maître d'œuvre. Elle veut mettre dans ce lieu de la grâce et de l'équilibre un hymne à l'art éternel. En 1781, c'est le voyage romantique des 2 jeunes époux, un immense périple à travers l'Europe, sous les noms de comtes et de comtesses du Nord. L'Angleterre, la France, l'Italie, la Suisse ne peuvent faire oublier à Maria Fedorovna le beau palais qui s'élève un peu plus chaque jour pendant son absence. Elle écrira à plusieurs reprises, corrigeant les croquis de Cameron, supprimant ceci, demandant cela, et surtout posant la rituelle question « Comment va mon cher Pavlovsk ?»
Pavlovsk, c'est un immense parc et un palais. Un lieu dédié à la promenade et aux découvertes itinérantes. Ici, un petit théâtre. Là, un hymne aux trois grâces. La promenade devient méditation. Des figures mythologiques croisent de leurs regards de pierre ou de bronze les regards de chair des mortels qui sont invités en ce lieu. Quant au palais, s'il est empreint d'une certaine grandeur, il n'apparaît pas écrasant. Le matériau, les lignes, la forme ont été étudiés pour créer de véritables apparitions au détour d'un chemin ou par la grande allée qui y mène. Tout ici nous parle de celle qui a voulu créer ce havre de beauté et de raffinement. Souvent, en ces lieux, le temps s'est arrêté sur des moments de bonheur, dans le jardin privé de Maria Fedorovna, dans le parc, alors qu'elle s'essayait à réaliser les portraits de ses enfants. Mais ce bonheur fragile pouvait-il résister au terrible abîme intérieur du tsarévitch Paul? Miné par la révélation de l'horrible assassinat de son père, qu'il croyait mort d'une attaque d'apoplexie, ses promenades deviennent vides des errances. Après le décès de Catherine II, Paul Ier monte sur le trône et devient tsar de toutes les Russies en 1796. Avec ce pouvoir écrasant, animé d'une volonté de réforme qui contrarie les courtisans de sa mère, le nouveau tsar subit une pression de plus en plus terrible. Renfermé, tourmenté par la manie de la persécution, il s'éloigne progressivement de la tsarine qu'il a tant aimée, lui donne Pavlovsk et quitte lui-même Gotchina, son refuge, pour emménager au château Michel qu'il a fait édifier pour abriter sa solitude méfiante à Saint-Pétersbourg. Il a vécu à peine 40 jours dans cette nouvelle demeure, lorsqu'il est assassiné par un groupe de nobles qui pensent par cet acte préserver un ordre des choses établi par la grande Catherine. Maria Fedorovna ne peut chasser de son imagination l'évocation de son mari poignardé alors qu'il se cachait derrière l'écran de cheminée de sa chambre. Ce jour maudit et ceux qui suivront, gagnés par la crainte, elle ne peut se promener dans Pavlovsk qu'environnée d'hommes d'armes. Alexandre devient le tsar de toutes les Russies, conformément aux souhaits de son père. Il perdra la bataille d'Austerlitz, mais quelques années plus tard, entrera en vainqueur à Paris. Jusqu'à la fin de ses jours, Maria Fedorovna passera à Pavlovsk des moments heureux, se consacrant aux sciences et aux arts, ainsi qu'aux souvenirs de Paul Ier. Aujourd'hui encore, Pavlovsk, malgré guerres et révolutions, reste un lieu hors du commun à quelque distance de Saint-Pétersbourg. La lumière et l'atmosphère de ce site renvoient constamment à une autre époque. En ce temps-là, Maria Fedorovna, il vous arrivait de regretter la principauté de Montbéliard. La porte des Tupes, aujourd'hui encore, subsiste comme la seule trace de votre attachement, à quelque distance du village qui longtemps porta ce nom.
Dans la lumière dorée de certains après-midi, il semble que vous vous promeniez de nouveau sur les allées que vous avez tant de fois parcourues. Beaucoup de ceux qui aujourd'hui se souviennent de vous veulent encore croire à ce rêve.